Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'une athlète d'exception. Elle est championne de France d'apnée dynamique, détentrice de plusieurs records nationaux et prof de breakdance. Originaire de Mooréa, installée à Nice, elle incarne à la fois la rigueur du sport de haut niveau, la créativité de la danse et une profonde connexion à l'océan. Avec Inatea Penia et Perilla Marere. On va parler apnée bien sûr, mais aussi plongée bouteille, Polynésie et dépassement de soi. Bonjour Inatea, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Lucie et merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi. Tu es née à Papeete et tu as grandi entre Tahiti et Mooréa. Comment ton enfance dans ces îles a-t-elle influencé ton rapport à l'océan ? J'ai grandi au bord de l'océan, j'ai toujours habité aussi au bord de l'océan. À Tem-e, Mooréa. Et puis, je pense qu'en étant de là-bas, on a toujours un petit peu la tête dans l'eau, que ça soit sur l'eau ou sous l'eau. Moi, j'ai commencé plus par le surf, donc c'était plus sur l'eau. Et ensuite, ça a été très vite la tête sous l'eau pour aller voir ce qu'il y avait en dessous. Tu as quitté la Polynésie en 2004 pour poursuivre des études en métropole. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles études tu as faites ? Oui, j'ai fait les études de STAPS pour devenir professeur d'EPS, comme ma maman. Je voulais un petit peu suivre le même chemin. D'ailleurs, vraiment le même chemin, c'est-à-dire professeur d'EPS et à côté exercer aussi ma passion en tant que professeur de danse. Étant donné qu'on n'a pas énormément de choix au niveau des études, en Polynésie française, on est bien souvent obligé de venir en métropole. Donc, après mon bac, j'ai dû venir en métropole, à Nice. Je voulais quand même trouver toujours un peu de soleil, la mer, pas être trop dépaysée. Et parce que j'avais des collègues tahitiens qui venaient aussi déjà faire leurs études de STAPS. Donc, voilà, c'était le projet de base. Cette transition de la vie en Polynésie à la vie en métropole, elle n'a pas été trop difficile? Parce que nous, on l'a vu quand on est parti en Polynésie, là-bas, c'est un mode de vie qui est complètement différent d'ici. Oui, c'est pas faux. La transition a été très difficile. J'ai eu mon bac, j'avais 17 ans, donc je suis arrivée ici, j'étais très jeune. Un ajout vraiment beaucoup d'amis en plus de ça. Et ça fait un petit peu un gros changement. J'ai réussi à me faire des amis, c'est pas trop un problème. Le froid a été un peu compliqué au début. Mais voilà, j'ai réussi surtout à trouver des activités qui ont fait que j'ai réussi à bien vivre la transition au final. Ok. Tu as découvert l'apnée en 2015 à Nice. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette discipline à ce moment-là ? Alors en 2015, oui, c'est ma découverte avec l'apnée à Nice. Il faut savoir que quelques années auparavant, j'avais quand même fait une petite découverte de l'apnée à Nice, au STAPS d'ailleurs. Je crois que c'était en deuxième année de fac. On pouvait choisir des polyvalences et j'avais choisi polyvalence apnée. J'avais vu qu'il y avait polyvalence apnée. C'était peut-être ma deuxième année sur Nice et c'était avec Claude Chapuis, le fondateur de AIDA. Mais c'était, je pense, un peu trop tôt. Ma transition avec la Polynésie était assez récente. Du coup, la découverte de l'apnée en mer tous les jeudis matins avec une eau très froide, des poissons gris, des méduses, ça n'a pas été du tout un grand coup de cœur, même si j'avais des facilités à descendre. Par contre, c'était que en mer, c'était que en profondeur. Mais ça m'a pas plus séduit que ça à cette époque. Il a fallu attendre, 10 ans plus tard, après mon arrivée en France. Et pourquoi je me suis intéressée à ça, c'est un espèce de trop-plein de danse. J'avais que la danse dans ma vie, il y avait rien d'autre qui existait à part la danse. Et c'était ma passion, bien sûr, mais c'était aussi mon travail. Les vacances, je passais mon temps à donner des stages de danse. Il y avait rien d'autre qui existait. Et à un moment donné, je crois que j'en ai eu un peu marre. Et quelqu'un m'a posé la question, mais tu voudrais pas découvrir autre chose, faire autre chose à part la danse? Qu'est-ce que tu aimes à part la danse? La réponse a été une évidence. Je dis l'apnée. L'apnée parce que j'en ai toujours fait étant gamine et ça a toujours été un jeu. Quand j'étais en Polynésie, que ça soit faire des longueurs de piscine, aller chercher l'encre, aller chercher le sable, marcher sous l'eau avec des cailloux, ça a toujours été un jeu. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cours d'apnée à Tahiti quand j'étais adolescente. Donc c'est juste resté un loisir. En 2015, je me suis dit, si, je vais me renseigner. J'ai tapé Nice, cours d'apnée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait un des meilleurs clubs au monde, avec le SIPA.
Et je me suis tout de suite inscrite en mer et en piscine. Et ça a été, là, cette fois-ci, ça a été vraiment la révélation. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça a été un super équilibre entre la danse et l'apnée. À ce moment-là où la danse ça a une part très importante dans ta vie, tu es exclusivement prof de danse ou à côté, tu es quand même prof de PS? Non, finalement, ça, c'était un projet qui a dévié. J'avais tenté la première année d'IUFM. C'est vraiment un peu la dernière étape avant de devenir professeur. Et finalement, j'étais tellement prise par la danse, j'avais beaucoup d'opportunités de ce côté-là pour commencer à faire des remplacements, commencer à donner des cours de danse. Et aussi, du côté compétition, j'avais beaucoup de battles. Je commençais à percer un petit peu en tant que compétitrice en break. Du coup, ça m'a déviée de ce chemin et à la base, je devais rentrer en Polynésie pour exercer le métier de professeur de PS. Et finalement, la danse m'a fait rester en France parce que j'avais beaucoup d'opportunités à Nice du côté de la danse. Comme tu nous en as parlé, tu t'entraînes au SIPA, donc un club qui est, comme tu l'as dit, très renommé. Quelles ont été les étapes clés de ta progression en apnée depuis tes débuts? Au début 2015-2017, on va dire les 2 premières années, je m'entraînais vraiment sur toutes les disciplines. Après, c'était une découverte, c'est normal, c'est le début. Je faisais de la profondeur, du dynamique, avec palme, sans palme, et même du statique. Et je commençais à faire des petites compétitions au début, dans toutes ces disciplines, mais au début, j'étais quand même plus branchée profondeur. On partait régulièrement dans la rade de Villefranche-sur-Mer avec le SIPA. Je faisais un peu de profondeur et 2017, il y a eu cette opportunité de faire des championnats du monde à Roatan sur le circuit AIDA qui proposait pour les catégories espoir de s'inscrire. Ça veut dire que les minima à atteindre étaient assez faciles d'accès en catégorie espoir. Donc en 2017, j'ai fait mes premiers championnats du monde en profondeur. Et ensuite, en 2018, je suis passée du côté de la piscine. Donc là, j'ai fait ma première expérience mondiale en piscine. Et en 2019, c'est là que j'ai essayé de faire les deux en même temps, profondeur et piscine, et j'ai compris que c'était pas possible de tout faire. La danse, la profondeur, la piscine, il fallait faire un choix. Donc j'ai dû mettre la profondeur un peu entre parenthèses, ou en tout cas garder la profondeur pour le loisir, et la piscine pour la compétition. Ça doit être assez incroyable de t'entraîner dans un tel club et de côtoyer en fait des grands champions d'apnée. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie chance. D'ailleurs, j'en connais beaucoup qui viennent, qui déménagent sur Nice pour venir plonger au SIPA. Et le fait d'être entouré de ces champions, oui, c'est vrai qu'on a des légendes. On a Guillaume Néry, forcément. On a Arthur Guérin, qui a été important aussi pour ma propulsion en piscine. Ouais, c'est vrai que c'est des modèles et puis on se réfère beaucoup à eux. Donc oui, c'est une chance. Tu as rapidement intégré l'équipe de France. Quelles ont été les performances marquantes qui t'ont permis d'atteindre un tel niveau? Ma première sélection en équipe de France, c'était en 2021. Et il faut savoir que c'était la sortie du Covid, du confinement, etc. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner aux côtés d'Arthur Guérin, qui avait un statut de sportif haut niveau et qui avait besoin forcément de buddies pour s'entraîner avec lui. Alors que beaucoup de piscines étaient fermées ou d'entraînements fermés, nous, on a quand même eu une vraie chance et un luxe de pouvoir continuer à nous entraîner. Et puis, bon, voilà, je pense que ces conseils, plus vraiment la dynamique de groupe, m'ont permis de progresser petit à petit et d'atteindre les 200 mètres en monopalme et les 150 en dynamique sans palme vers ces années-là, vers les années 2021. Et ensuite, ça a commencé à y aller crescendo à partir de 2021. Aujourd'hui, tu pratiques principalement l'apnée dynamique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette discipline? Oui, bien sûr. Donc, l'apnée dynamique, ça se passe dans une piscine, à l'horizontale, et on doit faire le plus de longueur possible en apnée, avec palme ou sans palme. Et quand on est avec palme, c'est ou avec la monopalme ou avec les bipalmes. Le temps importe peu. Souvent, on va me poser la question, combien de temps tu tiens? Mais en fait, c'est pas le temps qui est le plus important, mais bien la distance. Il y a des athlètes qui peuvent aller lentement ou d'autres rapidement. Ce qui va compter au final, c'est la distance totale à l'horizontale. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans l'apnée dynamique? Tu as passé ta vie au bord de l'eau, on aurait pu imaginer que tu voudrais plonger plus en mer. Oui, c'est bien vrai. Pourquoi le choix de la piscine plutôt que de la profondeur? C'est d'abord plus pour une question pratique. Tout simplement parce que il y a l'hiver, l'eau froide, et finalement l'eau se réchauffe à partir du mois de juin.
Et ensuite, elle est vraiment bonne à partir de juillet, août, septembre. Et ben, c'est une période où je suis jamais en France, puisque je suis à Tahiti à ce moment-là. Et dans Tahiti, ça a beau être magnifique, et on a une eau exceptionnelle, on n'a pas de thermocline. L'eau est plutôt bonne, on peut dire. Mais finalement, pas tant que ça de structure pour progresser en apnée en profondeur. Pas comme ici, en tout cas aussi pas avec la rade de Villefranche, etc. Donc, c'est plus un côté pratique. Finalement, je suis ici, quand je peux m'entraîner, c'est de septembre à juin, et septembre à juin, ça va être la piscine, parce que je suis quand même un peu frileuse. Je comprends. Par rapport à l'apnée statique, il y a quelque chose qui fait que tu as vraiment préféré l'apnée dynamique? L'apnée statique, j'aimais bien ça. J'en faisais un petit peu en compétition. Après, c'est pareil, j'ai dû faire un choix. Parce que, à un moment donné, quand on commence à partir dans le haut niveau, on peut pas être performant partout. Et le statique par rapport au dynamique, je trouve ça quand même beaucoup plus mental. Il faut dire que, j'étais pas mauvaise, je faisais 6 minutes en statique, mais par contre, j'ai des contractions musculaires, j'ai des spasmes assez violents quand je fais du statique. Tard, vers 3 minutes 30, 4 minutes, je commence à avoir des spasmes, mais par contre, ça tape très très fort, c'est très violent. Je préviens toujours les apnéistes de sécurité, attention, faut pas avoir peur, j'ai des spasmes très très forts. Je fais des vagues dans la piscine et tout. Donc c'est un vrai combat, c'est vraiment pas évident à la fin de l'apnée. Tandis qu'en dynamique, j'ai cette chance de pas avoir de spasme ou quasiment pas de spasme. Donc forcément, c'est beaucoup plus agréable. Et puis j'aime bien, ça bouge. 6 minutes, c'est hyper impressionnant. Ouais, comme je côtoie des champions et des championnes, j'ai pas l'impression, mais c'est pas mal. Cette semaine-là, on était en vacances, on est allé à la piscine, et puis moi, j'ai tenu 2 minutes, j'étais contente. C'est très bien. Alors que 6 minutes, oh là là. Après, c'est vrai qu'avec quelques conseils, quelques cours en club, on progresse assez vite, je trouve, en statique. Tout le monde est capable d'aller assez vite sur des 3 minutes 30. Ah ouais, quand même. Avec des conseils, avec quelques cours. Je trouve qu'avec l'apnée statique, je dis ça, mais je suis pas du tout pro en apnée et tout. Mais après l'apnée statique, j'ai plus ce sentiment de relaxation après l'apnée statique qu'après l'apnée dynamique, je trouve. Oui, du moins au début. Au début. C'est sûr qu'on peut plus se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et forcément, étant donné qu'on doit être le plus relâché possible, c'est plus facile quand on bouge pas que quand on bouge et quand on avance en dynamique. En 2022, tu es justement devenue championne de France en apnée dynamique monopalme avec une performance de 214 mètres. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette victoire? J'ai été très contente parce que justement avec le Covid, on a été un peu punis de championnat de France pendant 2 années de suite. Donc ça faisait un moment que je les attendais, ces championnats de France. Et oui, une grande fierté par rapport à tout le travail qui avait été fait. Petite frustration parce que sur le papier, sur cette saison-là, j'étais la meilleure en dynamique sans palme et en dynamique monopalme et j'ai raté mon épreuve de dynamique sans palme. J'en ai pas beaucoup parlé justement parce que j'avais fait un peu une contre-perf. J'aurais bien sûr aimé faire un doublé sur les 2 disciplines, mais quand même très contente d'avoir décroché le titre de championne de France en monopalme. Tu as également établi un record national AIDA en dynamique monopalme avec 221 mètres en 2024. Comment est-ce que tu as préparé ces performances? Alors, je pense que je l'ai pas plus préparé que d'autres performances. Je pense que la concurrence au niveau AIDA, niveau national, pour moi, elle était largement à ma portée. Les records sur le circuit fédéral sont beaucoup plus hauts. J'avoue que celle-ci était pas si difficile pour moi par rapport à la concurrence que j'ai niveau AIDA. Est-ce que c'est comme pour l'apnée en profondeur? Est-ce que vous devez annoncer une distance ou quelque chose, ou c'est vous faites vraiment et on voit ce qu'on arrive à faire? Tu dois mettre une distance par rapport au moment où tu veux passer dans la journée. Plus tu mets une petite distance, plus tu passes en premier. Tu peux même mettre 0 mètre. Ça voudra dire que tu vas passer vraiment en premier. Et ensuite, c'est crescendo. On met de la plus petite distance annoncée à la plus grande distance annoncée. Par contre, si tu fais moins que la distance que tu as annoncée, tu as des points de pénalité. Moi, personnellement, j'aime passer tard, donc j'aime bien mettre des grosses distances, mais c'est aussi un risque parce que si j'atteins pas cette distance, je vais avoir des points de pénalité. Donc, faut pas être trop gourmand non plus. Et en même temps, ça donne aussi un petit challenge. Tu sais que tu dois faire au moins l'annonce et ensuite, c'est que du bonus.
Donc, est-ce que quand tu annonces une distance, tu vas mettre des distances que tu as déjà faites à l'entraînement et que tu es, entre guillemets, presque sûr de pouvoir atteindre, ou est-ce que tu vas mettre plus haut pour te challenger un peu? Alors, ouais, jamais plus haut, parce que on a déjà assez de stress comme ça. Ouais, Toujours quelque chose qui passe à tous les coups. ok. Et sous l'eau, quand tu nages, est-ce que tu essayes de savoir, de compter les longueurs que tu fais pour savoir à peu près où t'en es dans les distances, ou tu penses complètement à autre chose quand tu nages? Oui, alors, il y a plusieurs étapes, mais si on parle de ce dont tu parles, les distances, je pense au moins au prochain mur. Donc, à partir de 0 mètre, je me dis toujours, prochain mur, c'est le mur des 50. Arrivé aux 50, je me dis, ok, prochain mur, mur des 100. Pour savoir quand même où j'en suis par rapport au mur. Et après, plus on approche de la fin et plus on réduit, et on se dit, ok, là, je suis à 175, là, je suis à 200, là, je suis à 225. Mais oui, au moins les grandes distances, oui. Justement, à quoi tu penses pendant que t'es hors des distances? À quoi tu penses quand t'es sous l'eau? Très bonne question. Je pense que c'est complètement différent d'un apnéiste à un autre. Ça peut être complètement différent d'une apnée à une autre aussi. Je pense que c'est jamais vraiment la même chose. Et puis aussi, par rapport à l'évolution, il y a peut-être 5 ans, je pensais pas de la même manière que maintenant. Je pensais pas à la même chose sous l'eau. Alors, au début, de 0 à 50 mètres, pour moi, c'est jamais le moment le plus agréable parce que je pense que tout simplement, j'ai besoin de me mettre dans mon apnée et mon corps, il se demande un petit peu ce qui se passe. C'est assez violent d'un coup. On vient de carper, de remplir ses poumons à bloc. Donc, on part, on n'est pas hyper confortable. Puis moi, je nage sans lunettes. Donc, je vois presque rien, c'est flou. C'est pas un environnement très sécure. Et de 0 à 50 mètres, juste, je m'installe dans mon apnée. Dès que j'ai des signaux qui me disent, bon, t'es pas bien, je me dis, c'est pas grave, là, je mets mon apnée en place, ça va venir. D'ailleurs, je nage pas très vite sur les premiers 50 mètres, justement, pour essayer de m'installer dans mon apnée. À partir de 50 mètres, ça va beaucoup mieux, en général. Je tourne à 50 mètres, je suis un peu plus dans mon apnée, et là, je commence à rentrer dans ma bulle, à fermer un peu plus les yeux, les entrouvrir de temps en temps quand même pour vérifier que je sois toujours quand même bien sur la ligne, et essayer de voir la ligne du milieu de la piscine qui marque les 25 mètres. C'est bien aussi. C'est un peu moins le cas ces derniers temps, mais en règle générale, je compte souvent mes ondulations. J'aime bien, ça me fait passer un petit peu le temps. Je fais OK, 1, 2 et je glisse. En général, je fais toujours 2 kicks et une glisse pour la monopalme par exemple. Pour la brasse, je sais que je fais 3 coups de jambe, donc je compte 1, 2, 3 et un coup de bras. 1, 2, 3, un coup de bras. Donc voilà, c'est beaucoup ça, beaucoup compter. Dès que mon esprit commence à partir sur le après, sur est-ce que tu vas réussir à faire cette distance? Est-ce que tu vas réussir à faire ton annonce? Est-ce que tu vas réussir à aller où tu veux? J'essaye de tout de suite remettre mon esprit au moment présent, le recentrer et vraiment me concentrer sur vraiment toutes les sensations que je peux avoir. Je me répète une phrase, ça se fait beaucoup, c'est la petite phrase mantra. Ça peut être je ne fais qu'un avec l'eau, allonge-toi. C'est souvent ce genre de phrase-là que je vais répéter. Et ensuite, quand ça commence à être difficile, justement en ce moment, je travaille sur cette phase-là, la phase de la fin. Sur le moment où ça commence à être difficile, j'ai les jambes qui brûlent. Il y a un moment où ça me faisait vraiment sortir, le lactique et la chaleur dans les jambes. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Maintenant, c'est un peu plus mentalement où je dois me battre. Et là, plusieurs choses, des choses que j'ai travaillé avec mon préparateur mental. Je parle ces derniers temps de Honuiti. Peut-être que vous la connaissez. C'est mon amie tortue. C'est une tortue verte que je rencontre à chaque fois que je vais en Polynésie, à Moorea. Et je vais la visualiser à côté de moi ou devant moi. Si elle est devant moi, je me dis que je dois réussir à l'atteindre et gagner 1 mètre de plus. Si elle est à côté de moi, je me dis qu'elle me donne la force, elle m'accompagne. Et en tout cas, j'ai réussi à gratter des mètres comme ça sur des dernières perfs. Ça m'a aidé. Et dernièrement, j'ai travaillé sur une autre phrase qui a été donnée plutôt par mon ami et sensei Thomas Bouchard, qui me disait à la fin, tu es en hypoxie, donc il y a des signaux, j'ai du mal encore à interpréter, mais il faut juste que tu te dises, ouvre les fenêtres et essaie de te réveiller, d'être le plus conscient possible. Et du coup, à chaque fois, je me dis, allez, reste concentré, ouvre les yeux,
reste lucide ou ouvre les fenêtres, voilà. Et puis je vais essayer de me répéter une phrase comme ça qui me maintient bien éveillée jusqu'à la sortie. Voilà. L'apnée, c'est une discipline qui est autant physique que mentale, voire presque plus mentale en fait. Exactement. Mais ça, c'est ce que j'apprends de plus en plus. Et je pense que j'en ai vraiment pris conscience encore plus l'année dernière, quand je suis partie au championnat du monde où j'aurais dû, entre guillemets, exploser. Parce que je suis arrivée reposée, je suis arrivée loin de mon spectacle de fin d'année de danse qui me prend énormément d'énergie chaque année. J'avais tout mis en place au niveau de mon hygiène de vie, au niveau de mes entraînements, au niveau de ma récupération. Et pourtant, j'ai pas fait du tout ce que j'aurais voulu. J'ai pas explosé. J'ai fait des perfs pas mauvaises, hein, mais ce que je faisais tout le long de l'année, en étant fatiguée ou pas fatiguée, c'était la même chose. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, l'hygiène, ça va. Les entraînements, ça va. La récup, ça va. La seule chose que j'ai pas explorée, c'était l'aspect mental, la préparation mentale. J'ai décidé cette année de faire appel à un préparateur mental et voilà, de le rajouter à mes entraînements. Et ouais, je pense que je suis en train d'apprendre des choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. J'imagine que ça doit être super intéressant. Tu es aussi détentrice d'un record national AIDA en dynamique, mais cette fois-ci sans palme, avec 167 mètres en 2023. Comment est-ce que tu abordes ces différentes disciplines en apnée, avec palme, sans palme, etc. Alors, le sans palme, je dirais que c'est ma discipline favorite. D'ailleurs, en mer, c'est le CNF, poids constant sans palme. C'est vraiment ce que je préfère parce que pour moi, ça incarne la liberté. On n'a pas de matériel, on avance ou on descend et on remonte seulement à la force de nos bras et nos jambes. Et pour moi, c'est vraiment la liberté. D'ailleurs, j'ai connu les palmes seulement en arrivant au SIPA. Parce que justement, étant gamine et en Polynésie, j'ai toujours été à l'eau à la brasse. C'est vraiment ce que je préfère. Mais pourtant, je trouve aussi que c'est la discipline la plus difficile, la plus exigeante. Ça fait peut-être 2 compétitions où j'arrive à trouver quelque chose d'assez régulier et pas mal. Mais sinon, j'ai toujours l'impression que ça va ou ça va pas. Le dynamique sans palme, où ça peut aller et d'un coup, ça se dégrade. J'arrive pas vraiment à trouver de raison. J'ai l'impression que tout doit être aligné, tout doit être parfait pour performer sans palme. Alors qu'en monopalme, c'est tout aussi technique, puisqu'on a quand même la technique d'ondulation à maîtriser. Mais j'ai l'impression que là-dessus, je peux avoir un 220 mètres dans la palme à tous les coups. Que je sois fatiguée ou pas fatiguée, je peux les faire. Et c'est toujours beaucoup de plaisir, même les jours où je suis fatiguée, parce que c'est de la glisse, ça avance, ça va vite, c'est hyper agréable. On a vu plusieurs fois des vidéos de toi sur Instagram dans lesquelles tu réalises tes records personnels sans échauffement, personal best no warm-up. En début d'entraînement, tu as vraiment l'air de t'éclater dans cette discipline. C'est vrai, et je pense être une des seules qui prend vraiment du plaisir dans ce truc de no warm-up. Pour la plupart des gens, c'est horrible, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Moi, j'adore, je prends ça plus comme un jeu. Et même si j'avais des séances où il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait que un no warm-up, je crois que je serais contente. En entraînement, même s'il n'y a pas de challenge, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de compétition, mais finalement, j'ai l'impression que je suis meilleure quand justement il n'y a pas de recherche de résultats. Je le fais juste pour moi. C'est vraiment un challenge personnel. C'est juste pour faire mieux que ce que j'ai fait auparavant. Et il faut dire encore une fois que j'ai de la chance dans mes perfs et mes warm-up d'avoir une grande phase d'agréable et une toute petite à la fin de désagréable. Ou c'est très désagréable, mais c'est vraiment une infime partie de ma perf. Ouais. Donc c'est quand même du plaisir. Tu t'entraînes à quelle fréquence durant l'année? Si on parle que d'entraînement d'apnée dynamique, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. 2 vraies séances par notre coach Guillaume Lescure et avec tous les collègues du club. Et la 3e, elle est un peu bonus. C'est pour barboter, pour faire un peu de technique, un peu de vidéo. Voilà, 3 séances vraiment pure apnée, ce serait un peu trop étant donné l'intensité des séances. Et en plus de ça, j'ai mes cours de danse et j'ai beaucoup d'entraînement de danse à côté. Donc pour moi, c'est suffisant. Quels sont tes objectifs futurs en apnée, tant en termes de performance que de compétition? À court terme, à long terme, tous tes objectifs. Dans 3 semaines, j'ai les championnats du monde, suivi des championnats de France juste après. Donc là, ça va être vraiment 2 grosses échéances. Je vais faire de mon mieux, mais encore une fois, je veux pas me mettre de chiffres.
Je vais essayer de vraiment garder le plaisir. Donc bien sûr, dans un coin de ma tête, j'aimerais toujours réussir à faire mieux, battre mes records personnels dans toutes les disciplines que je pratique, hein, la monopalme, la brasse et le bipalme, ça c'est un peu la discipline bonus. Ouais, faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Est-ce que tu penses que les records mondiaux sont accessibles? Oula, ah, il y a du sacré niveau niveau mondial. Je pense que ça m'a l'air compliqué. Je suis quand même réaliste. Le niveau mondial est quand même très, très haut. Déjà, le niveau national est pas mal. Si j'arrivais à aller chercher des records nationaux sur le circuit fédéral, je suis pas loin, mais j'y suis pas encore. Mais niveau mondial, je pense que j'ai besoin d'encore quelques années d'expérience. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes records personnels actuels dans les différentes disciplines que tu pratiques? Oui, en DNF, donc en dynamique sans palme, la brasse, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 167 mètres. Ça a été établi sur le circuit AIDA. J'avais raté en quelques centimètres le record national sur le circuit fédéral. Ensuite, en dynamique monopalme, récemment, le 16 mars à Saint-Raphaël, j'ai battu mon record personnel avec 240 mètres, à 1 mètre du record national. Sur le circuit AIDA, je suis donc à 221 mètres, tu l'as dit tout à l'heure. Et en bipalme, je suis à 200 mètres. Et là, le record national fédéral, il est quand même, il me semble, à 230, ou pas loin. Waouh. Ouais, on a du bon niveau, je pense. Ouais. Ça, ce sont les records officiels en compétition, mais est-ce que tu fais mieux à l'entraînement? Eh ben, ça peut arriver. Ça peut arriver puisque récemment, j'ai fait 217 mètres en bipalme à l'entraînement. Sortie de nulle part, là j'ai été la première surprise puisque voilà, j'ai jamais été plus loin qu'à 200 mètres en compétition en bipalme. Cette année d'ailleurs, j'ai même pas chaussé une seule fois les bipalmes et là, il y avait un exercice en plein milieu de l'entraînement qui était faites une longue distance en bipalme avec 10 secondes de statique au départ. Je me suis dit, je vais mettre mes bipalmes, comme ça, j'ai vraiment pas de repères. Et puis on verra au feeling. Et effectivement, bon feeling, puisque j'ai fait 217 mètres. Donc ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Est-ce que tu penses refaire aussi de l'apnée en profondeur? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais travailler? Sur Instagram, on voit régulièrement des vidéos de toi, Moréa, qui plonge voir les tortues. Tu as l'air d'aller quand même assez profond. Oui, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes significations de profond. Je pense que aussi pas le problème, c'est que on banalise un petit peu la profondeur. On a tellement de champions que quand on va à 30, 35 mètres, on a l'impression de pas aller profond. Alors que si, en vérité, mais à côté des collègues qui vont tous à 50, 60, 70 mètres, ça a l'air d'être tellement normal pour eux. Mais oui, finalement, sur un câble, je vais à 40 mètres, que ça soit en palme ou sans palme. En exploration, justement, à Moorea ou quand je suis en Polynésie française, je vais souvent me balader sur une vingtaine de mètres. 30, ça peut arriver, mais c'est plus pour aller faire un touch and go, juste aller toucher le sable et revenir, avec une bonne sécu en haut. Mais sinon, oui, je reste aux alentours des 15-20 mètres. De toute façon, c'est là où on va voir le plus de vie. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus profond non plus. C'est déjà suffisant pour voir plein de choses. Récemment, tu as passé ton niveau 1 de plongée sous-marine avec bouteille. Tu avais déjà plongé avant? Non, c'était la première fois. Effectivement, c'est assez récent puisque mon niveau 1 de plongée bouteille date de août 2024. Et j'ai passé ce niveau de plongée bouteille uniquement pour pouvoir aller plonger dans la passe sud de Fakarava en bouteille parce que visiblement en apnée, ça avait l'air compliqué de le faire. Et j'y allais avec mon amie Céline qui m'a dit on va y aller, donc il faut que tu passes ton niveau de plongée bouteille. Profite d'être à Tahiti plutôt que de le faire à Nice. Fais-le en Polynésie française, ce sera quand même plus chouette. Alors que j'étais plutôt du style à dire jamais je ferai de la plongée en bouteille, l'apnée c'est mieux. Et finalement, j'ai changé d'avis et j'ai trouvé ça plutôt cool d'ailleurs. Et justement, toi qui pratiques maintenant les deux, comment est-ce que tu compares les sensations entre l'apnée et la plongée bouteille? C'est pas si mal de respirer sous l'eau. C'est pas si mal parce que j'ai vu des poissons que j'avais jamais vus en apnée.
Et puis, dans mes premières plongées en bouteille, le moniteur allait super vite et moi, j'avais envie de rester des heures à regarder le même poisson ou le même corail. Et je trouvais ça fascinant de pouvoir rester aussi longtemps à regarder les poissons et la vie sous-marine. Et est-ce que tu as des projets ou des envies spécifiques liées à la plongée bouteille? Est-ce que tu penses que tu vas continuer à te former? C'est pas impossible parce que il y a peut-être un projet d'aller voir les requins marteaux. Les requins marteaux, je pense que ouais, c'est quelque chose qui me plairait bien. Et pareil, en apnée, ça m'a l'air plus compliqué. On peut avoir de la chance, mais visiblement, avec une plongée bouteille, il y a quand même plus de chances de les rencontrer. Donc, ouais, je pense que je vais continuer. C'est génial. Tu retournes régulièrement en Polynésie et tu es ambassadrice d'Air Tahiti Nui. On imagine que c'est très important d'aller te ressourcer là-bas. Qu'est-ce que ces retours t'apportent sur le plan personnel et sportif? Le plan personnel, c'est un bol d'air. C'est ma recharge. J'en ai besoin pour recharger les batteries et pour retrouver la famille parce que il faut savoir qu'il y a toute ma famille qui est là-bas. Donc forcément, ça me fait du bien de retrouver mes parents, mes frères et aussi toute la famille et me ressourcer près de l'océan et au contact de la nature. Donc c'est très très important pour moi d'y retourner au moins une fois par an. Et là-bas, tu retrouves aussi une copine tortue. Exact. Alors cette copine tortue, je la rencontre régulièrement dès que j'y retourne. Alors je sais plus quand est-ce que j'ai fait cette première rencontre. Ça fait quelques années déjà. 2021 sûr, peut-être même avant. En tout cas, oui, ça fait quelques années que je plonge derrière la barrière de corail de Tem-Hay. Vous voyez un petit peu comment est la barrière de corail. Vous avez déjà été. Ouais. Donc voilà, il y a ces espèces de petites failles entre le lagon et l'océan. Comme ma mère habite sur le Motu Tem-Hay, on est à un des endroits où on a la barrière de corail la plus proche par rapport à la plage. On doit avoir peut-être 10 mètres entre le bord de plage et la barrière. Ah, ok. C'est un des endroits rêvés des apnéistes parce que forcément, tu fais 10 mètres. Si les conditions sont réunies, que les vagues sont pas trop fortes, tu passes derrière la barrière de corail et boum, c'est le paradis. Et t'as très vite de la profondeur. En période de baleines, t'as les baleines qui passent devant. Enfin, ça, c'est mon petit coin de paradis, c'est ce que j'appelle mon petit jardin bleu. Et depuis petite, je plonge derrière cette barrière. D'ailleurs, quand j'étais gamine, je plongeais sans rien. D'ailleurs, à l'époque, je plongeais vraiment pieds nus. Je marchais sur le corail pieds nus et je partais derrière la barrière juste avec mon masque. Et là, ça fait quelques années que, depuis que je me suis mis à l'apnée, forcément, je regarde un petit peu plus ce qui se passe. Je vais un peu plus profond, donc j'arrive à voir plus de choses. J'ai fait cette rencontre de cette tortue verte qui est un peu différente des autres parce que la plupart sont un peu sauvages ou en tout cas se laissent pas trop approcher. Tandis que celle-ci, je peux nager avec elle pendant des heures. Je monte, je redescends, je monte, je redescends. Je l'accompagne un petit peu. Elle mange beaucoup, donc je la regarde souvent manger. Elle déplace le corail, elle a souvent la tête en bas et les fesses en haut. J'ai repéré où est-ce qu'elle dormait aussi, ses habitudes. Je l'ai vue grossir aussi. Et puis je connais un petit peu son périmètre qui est un peu devant la maison. Assez vaste, hein, mais j'ai quand même souvent de la chance de la rencontrer. Et je la reconnais à chaque fois. Elle aussi, elle te reconnaît, tu penses? C'est ce que je me demande. Maintenant, elle se laisse approcher, mais pas que moi. Quand j'ai des amis qui sont là et que je leur montre Renouiti, je leur dis, une fois qu'elle sera un petit peu moins profond, on va la suivre et puis tu pourras plonger, te rapprocher et puis tu verras qu'elle bougera pas, tu pourras la regarder de près. Donc elle fait ça aussi avec les autres, mais parfois je me pose au fond, je me mets face à elle et elle a un regard un peu particulier, j'ai l'impression qu'elle me reconnaît. Maintenant, est-ce que c'est juste mon imagination? Ça, je sais pas. Tu connais la Polynésie depuis toujours. Comment est-ce que tu perçois l'évolution de l'environnement marin en Polynésie et quelles actions te semblent importantes pour sa préservation? Alors, je dirais que j'observe quand même des changements. Je vois quand même à des endroits et des moments où le corail blanchit. Je vois un peu moins de couleurs sur les coraux, donc je me dis que forcément il y a le réchauffement climatique. Moi, ce qui me fait peur, surtout, c'est la construction des hôtels, de tous ces projets immobiliers qu'il y a de plus en plus sur l'île. Quand je dis sur l'île, je parle de Moorea. Tahiti maintenant est déjà beaucoup construit, donc
ça va être difficile de faire quelque chose. Mais en tout cas, du côté de Moorea, il y a quand même des associations qui essayent de se battre pour qu'il n'y ait pas trop de construction, de bungalows sur pilotis dans l'eau qui cassent le corail. Il faut savoir que des hôtels, une fois qu'ils sont construits, pour avoir un joli lagon pour les touristes, ils aiment bien aussi enlever les coraux, les patates pour avoir du beau sable blanc. C'est très très mauvais pour la faune marine et c'est triste de voir ça. Pareil, quand on a des résidences, des lots qui se construisent dans les montagnes, on a beaucoup de choses qui se déversent ensuite dans l'océan. J'espère que Moorea va réussir à préserver sa belle nature et qu'on va essayer de pas trop construire. C'est justement quelque chose qui nous avait beaucoup étonné quand on est venu à Moorea cet été. C'est la quantité de coraux qui sont blanchis ou morts. En plus, comme j'ai fait un stage avec Laetitia Edouin, les coraux, c'était vraiment le cœur de mon stage. Et ça m'a étonnée et attristée de voir à quel point il y avait eu des dégâts sur tous les coraux du lagon. Ouais, malheureusement, c'est vrai. C'est sûr qu'il faut sensibiliser la population et les nouvelles générations. Et voilà, j'espère qu'on va aller dans le bon sens. Ouais, on espère aussi. Ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'il y avait plusieurs hôtels qui étaient abandonnés à Moorea. Ouais, effectivement. Le Club Med, par exemple. Ouais. Le Club Med, en plus, pour moi, ça a été beaucoup de super souvenirs étant petite et c'est vraiment très triste de voir cet hôtel complètement laissé à l'abandon. C'est pas le seul. On en a un autre juste à côté aussi qui a été abandonné. C'est un peu dommage. Au lieu de construire des nouveaux hôtels, de pas les reprendre ce qui avait déjà été fait. Exactement. Bon, il y a beaucoup de politique derrière tout ça. Donc, Oui, j'imagine. Maintenant, parlons un peu de danse. Tu es donc professeur de breakdance à Nice et Monaco. Comment est-ce que tu arrives à organiser ton emploi du temps entre la danse et l'apnée? Alors moi, je suis très routinière. Je pense que c'est quelque chose qui me convient d'avoir mes petites routines. C'est un peu ma petite organisation. Et voilà, c'est réglé. C'est un peu tous les jours la même chose. Je me lève très tard. C'est parce que aussi je me couche très tard. Donc, étant donné que j'ai mes cours de danse qui commencent ou à partir de 15h ou à partir de 17h, mes entraînements d'apnée ou de danse qui commencent souvent vers 20h, 21h, finalement, je rentre chez moi, il est minuit, donc le temps de manger. Je me couche, il est 2h du matin, donc le réveil se fait pas avant 10h, 11h du matin. Je fais mon brunch à midi et c'est mon repas qui me tient toute la journée. C'est vraiment quelque chose de costaud, je prends le temps. Et ensuite, c'est préparation de cours de danse de 14h jusqu'à mes cours de danse, le soir. Ensuite, je vais donner mes cours de danse et ensuite, je trace à l'entraînement d'apnée. Et c'est ça tous les jours. À part le week-end où je m'octroie un peu de repos, si j'ai pas compétition. Ça a l'air d'être des journées assez intenses quand même. Oui, je fais du sport toute la journée. Ouais. C'est vrai que quand on me demande si je fais une préparation physique pour l'apnée, oui, mon métier est une préparation physique puisque je danse de 14h à 20h tous les jours. Et oui, la danse est un sport. Un art et un sport. Pour le breakdance, c'est sûr que c'est un sport. Hein. Les deux en même temps. Exact. En plus d'être championne d'apnée, tu as été vice-championne de France de breakdance en 2013. Quel souvenir tu gardes de cette période de compétition? Ah, c'est que des bons souvenirs. Hein. Bon, j'étais jeune à l'époque. Le break, pour le coup, je pense que je pourrais peut-être pas en faire toute ma vie. Donc c'est bien que j'en ai profité quand j'étais jeune. Parce que contrairement à l'apnée, à haut niveau, ça reste un petit peu traumatisant. Mais en tout cas, pour moi, c'était des super souvenirs. C'était beaucoup de déplacements dans différentes villes, voire d'autres pays avec des copains, des belles rencontres et des beaux battles. Toi, tu pratiquais le breakdance en individuel ou en groupe? Un peu de tout. J'aime autant les compétitions, les battles en crew qu'en individuel. En crew, c'est plus marrant parce qu'on a l'ambiance du groupe. Tout seul, c'est énormément de stress parce que t'es vraiment seul. Mais en même temps, c'est hyper formateur. Et les titres que j'ai eus, j'en ai eu en binôme et j'en ai eu quand même pas mal en solo. Tu nous as dit que tu avais bien profité quand tu étais jeune, mais est-ce que tu envisages de reprendre la compétition? La compétition en breakdance, pour rigoler, de temps en temps, je me fais des petits battles ici dans la région. Je pense que j'ai quand même toujours un bon niveau, mais le break m'a quand même un petit peu abîmé.
Donc j'ai des petites blessures qui font que je pourrais quand même pas espérer avoir un niveau mondial. Comment la danse et l'apnée se complètent-elles dans ta vie? Dans ma vie, la danse, l'apnée, c'est un équilibre. Pour moi, c'est à l'opposé. Il y a la danse avec un grand D. Et après, si je parle de ma spécialité, c'est-à-dire le breakdance, je peux dire que c'est plutôt à l'opposé de l'apnée. Et finalement, j'aime bien ça. J'aime bien avoir les deux opposés. J'ai l'impression de trouver mon équilibre entre les deux. Étant donné que dans le break, ce que je vais retrouver, c'est un dépassement de soi physique. C'est très, très, très intense. Niveau cardio, on doit avoir de la souplesse, on doit avoir de la force, on doit avoir de la créativité. Et quand on est en battle, on a le dépassement de soi et on essaye de combattre l'autre aussi. On a une ambiance dans des battles assez incroyable. Et hop, on arrive à l'apnée. Et là, par contre, c'est l'opposé, c'est le calme. Tout se passe à l'intérieur. Donc, j'arrive à retrouver plus de relâchement, de relaxation, de bien-être. Je pense que les deux se complètent bien, finalement. Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as des routines ou des pratiques spécifiques pour maintenir ton équilibre physique et mental? Les étirements, ça, j'essaye d'en faire régulièrement. Étirements du corps entier, spécifiquement un peu plus les épaules, parce que justement, le breakdance m'a un petit peu rigidifié au niveau des épaules et du dos. Et en apnée, on a besoin d'avoir une jolie flèche. Donc, étant donné que j'ai perdu beaucoup de souplesse d'épaule, j'essaye de l'entretenir régulièrement. Surtout que le breakdance m'a vraiment abîmé une épaule. Ouais, donc les étirements, c'est important. Ensuite, physiquement, pas grand-chose. Des petites tractions de temps en temps parce que j'adore les tractions. Sinon, la danse fait bien le job. Et j'ai rajouté quand même des petites routines, ça c'est assez récent, c'est les respirations carrées. J'en fais en préparation avant les compétitions, mais maintenant j'essaie de les inclure dans mes routines de tous les jours. Et ensuite, la méditation guidée parce que je suis débutante là-dedans. Et ça, c'est mon préparateur mental qui m'a conseillé de faire un petit peu de méditation. Très, très compliqué pour moi, qui ai l'habitude de beaucoup bouger, d'être en action tout le temps. Donc, la méditation, c'est pas facile. Et encore une fois, pour l'instant, je fais ça avec des applications pour avoir quelque chose de guidé. Mais je pense que pour ma pratique de l'apnée, si je veux progresser, c'est des points sur lesquels il faut que je travaille. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ce que c'est la respiration carrée? Oui, bien sûr. Moi, je me sers d'une application qui s'appelle Tabata Timer. Je pense qu'on peut le faire avec d'autres choses. D'ailleurs, des fois, je la fais même sans rien. C'est inspirer quelques secondes en rétention, donc on arrête de respirer et on souffle doucement quelques secondes et on est en rétention, donc on arrête de respirer, poumon presque vide. Et ça plusieurs fois, donc au début je vais être peut-être sur 8 secondes d'inspiration, 8 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration, 8 secondes de rétention, puis sur plusieurs minutes et ensuite j'augmente, je passe à 10, puis à 12, puis à 15. Et les routines que je fais, en général, font à peu près 10 minutes. J'essaye vraiment de contrôler ma respiration par le ventre, puis ensuite le diaphragme, en essayant d'aspirer dans une petite paille pour prendre le moins d'air possible. Et quand je suis en rétention, d'être le plus relâché possible dans tout le corps. Et ensuite, j'expire, ou par le nez ou par la bouche, en essayant de faire le plus petit débit d'air possible. Après l'expiration, j'essaie d'être le plus relâché possible. Ça fait du bien. Quels conseils tu donnerais à ceux qui souhaiteraient, comme toi, concilier plusieurs passions ou activités exigeantes? De la rigueur, je dirais. Si on veut être performant dans plusieurs disciplines, ouais, je pense que il y a quand même une discipline à avoir. Régularité. Moi, je dirais que c'est souvent la régularité qui porte ses fruits. Être bien entouré. Ça aussi, c'est super important. J'ai un club qui est génial. On a des super encadrants, on a des bons coachs. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup. Bonne hygiène de vie, ça peut aussi beaucoup aider. Moi, le sommeil, c'est ma priorité. Donc, si je dois dormir 10 heures, je dormirai 10 heures. Mais le sommeil, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, l'alimentation, ça fait quelques années que je commence à essayer de faire attention, à mieux manger, parce que ça va impacter mon entraînement. Toujours prendre du plaisir, faut pas que ça soit quelque chose qu'on doit faire, parce que c'est une obligation, il faut garder du plaisir. Pour moi, c'est super important.
Comme tu nous en as parlé tout à l'heure, le breakdance, c'est très exigeant physiquement et ça abîme le corps. Alors, est-ce que plus tard, tu te vois enseigner l'apnée? Bonne question que je me suis aussi posée. Est-ce que j'ai une réponse à l'heure d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Ce n'est pas impossible. Mais est-ce que je vais continuer à vivre en France toute ma vie? À un moment donné, le pays va me rappeler. Ouais. Et bon, je pense qu'en Polynésie française, les choses risquent de changer. Et je vais peut-être me tourner un peu plus autour de l'eau. On ne sait pas encore. On verra ce que l'avenir te réserve. Justement, quels sont tes projets à court et à moyen terme? Au niveau de la danse, pour l'instant, j'ai une association de danse qui tourne bien. J'ai à peu près une centaine d'élèves. Ça fait plus de 15 ans que j'enseigne. Donc, je commence à avoir vraiment ma clientèle de longue date. J'ai des élèves qui commencent à l'âge de 6 ans, que j'ai encore à l'âge de 20 ans. Pour l'instant, au niveau de mes cours de danse et de mon association de danse, j'ai envie de continuer encore à donner mes cours de danse, à voir mes élèves évoluer, à faire des spectacles de fin d'année, à faire des battles avec mes élèves, à les amener en battle, à faire des battles pour le plaisir de mon côté et continuer à être sur scène aussi. Ça, c'est toujours d'actualité, encore quelques années. Au niveau de l'apnée, je suis pas professionnelle, hein. Je suis sportive de haut niveau, mais je suis pas professionnelle. Donc, ça reste un loisir, même si c'est du haut niveau. Donc, moi, j'ai envie de continuer à prendre du plaisir, à progresser, tant que j'arrive à progresser, même si avec le temps, les progrès sont de plus en plus infimes, mais en tout cas, j'ai envie de progresser, à aller chatouiller un petit peu le niveau mondial. Et puis ensuite, à côté, j'ai autre chose aussi, c'est des petits projets. J'en parle pas beaucoup, mais c'est des projets qui sont avec mon amie Céline, qui est photographe underwater et qui fait des vidéos underwater. Là, on a quelques petits projets de films ou de courts-métrages de danse sous l'eau. Waouh! Donc ça, c'est côté artistique qui mêle mes deux passions. Mais voilà, c'est en cours de route. C'est génial. Est-ce que tu pourrais nous donner les dates clés des prochains événements à venir pour toi? C'est pas vraiment dans l'ordre cette année. On commence par les mondiaux et ensuite on a les championnats de France. C'est un peu bizarre, mais on a calé la date des championnats de France avant de connaître celle des championnats du monde. Donc c'est pour ça que cette année c'est dans cet ordre-là et que c'est un peu bizarre. Donc en tous les cas, moi j'ai été sélectionnée au championnat du monde. Donc je vais partir avec l'équipe de France fédérale du 17 jusqu'au 25 mai. Ça va se passer à Athènes en Grèce. On est une petite équipe cette année, on est seulement 10 à partir. Dans ma discipline d'ailleurs, en dynamique, on n'est que 2. Ça a été très sélectif cette année. C'est une épreuve par jour. À mon avis, ça va être comme d'habitude. Premier jour, la brasse. Ensuite, deuxième jour, bipalme. Ensuite, il va y avoir le statique. Et ensuite, il va y avoir la monopalme. En tout cas, sur mon Instagram, je vais mettre les liens avec les directs. Si vous voulez suivre ça en direct, il va y avoir un niveau mondial incroyable. Et ensuite, l'équipe de France en revient le 25 et ça enchaîne 3 jours après avec les championnats de France qui se déroulent à Limoges. Cette année, on a regroupé les épreuves d'apnée, piscine et celles de nage avec palme. Et là, on est du 29 mai jusqu'au 1er juin. Pareil, une épreuve par jour. C'est ouvert au public, donc tout le monde peut venir assister au championnat de France. Ça va être du beau spectacle aussi. Voilà, ça c'est les grosses échéances apnées. Puis ensuite, côté danse, on a notre spectacle de fin d'année le 7 et le 8 juillet. Et là, ça va se passer à la Mayundourai, à Nice Nord. C'est ouvert à tous. L'entrée est à 15 € et puis on a un spectacle d'1h30 avec une centaine d'élèves qui vont se présenter sur scène de 5 à 55 ans, de tout niveau. Et voilà, je vais danser aussi avec eux sur scène. Ça va être un beau moment. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Ah bah quand vous voulez, quand tu veux. Où ça? Ah, moi j'ai une petite préférence, mais... En tout cas, moi, il n'y a pas de souci. Hein, quand il s'agit de plonger, c'est avec plaisir. Et partager des moments comme ça, sous l'eau, ça sera avec plaisir. En tout cas, tu es la bienvenue à Nice, si jamais. Et vous êtes sur Paris? Ouais. Ok, bah à Paris, on peut aller aussi en piscine. Carrément. On peut aller en fosse. Pas trop cool. Ouais, ce sera avec plaisir.
Merci beaucoup Inatea, on a passé un super moment avec toi, tu nous as appris plein de choses. Des choses qui m'ont beaucoup parlé parce que moi-même je fais de la danse et l'apnée c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus à l'avenir. Donc merci beaucoup. J'appelle nos auditeurs à aller te suivre s'ils le souhaitent sur les réseaux sociaux. On mettra tous les liens nécessaires en description. Et merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Nana. Nana. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.